Bonjour tout le monde. On va poursuivre notre cours consacré à la fiscalité de l'entreprise. Donc nous en avons terminé avec un impôt important que vous allez rencontrer tout au long de la vie de votre entreprise, c'est l'impôt sur le bénéfice. Okay? Alors aujourd'hui, nous allons entamer la partie consacrée à un autre impôt important également, qui s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, quelles sont les caractéristiques de la TVA? Premièrement, il faut noter que c'est un impôt sur la consommation, contrairement à l'impôt sur le revenu, qui lui s'applique sur le revenu, donc le bénéfice, et non sur la consommation. Donc c'est un impôt qui frappe en principe tous les échanges économiques, qu'ils soient des échanges de biens corporels ou des prestations de services, dès lors que ces biens et ces services sont consommés ou utilisés au Sénégal. Bon, il y a un certain nombre d'exonérations qui sont prévues dans le Code général des impôts. Donc, en annexe, il y a un article qui recense un peu l'ensemble des biens et services qui sont exonérés de TVA. Donc, si vous êtes dans une activité et que vous ne voyez pas sur la liste des biens exonérés votre activité, dites-vous bien que l'activité est frappée de TVA. Donc, ce n'est pas à vous d'exonérer votre activité, les biens ou les services que vous vendez. C'est la législation fiscale qui est seule habilitée à exonérer un bien. Et ça se trouve dans le Code général des impôts, dans un article consacré à cela. Sinon, retenez le principe que s'il y a échange entre deux personnes distinctes dans le but de faire une affaire, donc cette opération-là est assujettie à la TVA, jusqu'à preuve du contraire. Okay? Donc c'est le principe qu'il faudra retenir. Deuxième caractéristique liée à la TVA, c'est un impôt indirect. La TVA est payée aux impôts par le vendeur ou le prestataire de services, mais celui-ci l'inclut dans le prix de vente au consommateur qui en supporte finalement la charge. Pourquoi on dit que c'est un impôt indirect? Pourquoi on dit que c'est un impôt indirect? Puisque ce n'est pas le consommateur qui verse directement à l'État le montant dû, la TVA due. Donc la TVA est un impôt qui est supporté par le consommateur final du bien ou du service. Mais ce n'est pas lui qui va procéder au reversement de la TVA. C'est l'intermédiaire, son vendeur de prestations ou de biens, c'est lui qui collecte et qui reverse à l'État. C'est comme ça que c'est organisé. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de déléguer ce travail de reversement de l'impôt aux entreprises qu'on peut dénombrer, puisqu'elles sont en nombre limité, plutôt que de demander à chaque consommateur d'aller reverser la TVA. Imaginez si on avait demandé aux consommateurs, à chaque fois que vous faites une transaction, vous rentrez dans une boutique, vous achetez un paquet de sucre, okay? La TVA sur ce paquet de sucre-là, tout de suite après, vous devez aller aux impôts reverser cette TVA-là. Donc, à chaque fois que vous faites une transaction, vous devez collecter la TVA et la reverser. C'est impossible, quel que soit le niveau d'organisation d'un État. Donc, puisque les entreprises, elles, on les connaît, elles sont fichées au niveau de l'administration fiscale, elles sont moins nombreuses, en tout cas, que les consommateurs. Donc, on leur a délégué ce travail de collecte et de reversement de la TVA. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un impôt indirect. Contrairement à l'impôt sur le revenu, qui est un impôt direct, okay, qui frappe directement le contribuable. Donc, c'est lui qui connaît ses revenus, c'est lui qui calcule son impôt et c'est lui qui doit procéder au reversement de son impôt. Donc, il ne va pas le déléguer à qui que ce soit.
troisième caractéristique, c'est un impôt déductible pour le redevable. La TVA se caractérise par le mécanisme de déduction. Donc le redevable ne verse à l'État que la différence entre la TVA collectée, c'est-à-dire celle facturée au client, et la TVA supportée, c'est-à-dire celle payée au fournisseur. Donc voilà les trois caractéristiques qui composent la taxe sur la valeur ajoutée. Donc on verra comment fonctionne ce principe de déductibilité de la TVA. C'est bon? Donc les opérations exonérées ou les personnes exonérées, donc alors généralement il s'agit des biens et services intéressant le domaine de la santé, de l'éducation, la location d'immeubles nus à usage d'habitation, la livraison de produits alimentaires non transformés et de première nécessité, etc. Donc généralement ces biens et services sont exonérés de TVA. Les services médicaux, par exemple, sont exonérés de TVA. Donc, si vous allez voir un médecin pour une consultation, sur sa note d'honoraire, le médecin ne va pas rajouter la TVA, parce que ce service est exonéré de TVA. Pareil pour l'éducation nationale. Si vous avez un immeuble que vous louez à usage d'habitation mais nu, il n'y a pas de TVA. Nu, ça veut dire quoi? Le mot nu là, immeuble nu, ça renvoie à quoi? Sans meuble. Un immeuble qui n'est pas meublé, ok? Mais à usage d'habitation. Un immeuble nu à usage commercial est frappé de TVA. Si j'ai des bureaux ou un immeuble que je vous loue, donc à usage professionnel, pour vos bureaux, pour le stockage de vos biens, etc., c'est certes nu puisque je ne l'ai pas meublé, mais c'est à usage professionnel ou commercial. Donc là, je dois vous facturer la TVA en tant que propriétaire. Si j'ai un immeuble nu que je meuble avec des fauteuils, des lits, etc., que je loue, okay, je devrais mettre la TVA sur cet immeuble-là. C'est le cas des auberges, des hôtels et autres maisons d'hôtes, parce que c'est du meublé. C'est certes à usage d'habitation, mais ce n'est pas nu, parce que c'est meublé. Il y a du service dedans. Les produits alimentaires non transformés sont également exonérés de TVA. C'est le cas du riz, les céréales de façon générale, la viande, le poisson, les légumes, les fruits, etc. sont exonérés de TVA. Non transformés. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a une liste qui précise les biens et les services qui sont concernés. Deuxième règle importante en matière de TVA, c'est la territorialité. On l'avait vu en matière d'IS, on avait dit que les bénéfices réalisés dans des établissements qui sont situés hors du Sénégal ne sont pas imposés au Sénégal. De même qu'une entreprise ou une société qui a une filiale à l'étranger, les pertes de cette filiale ne peuvent pas être imputées sur le bénéfice de la société mère installée au Sénégal. Donc là, c'est l'application de la règle de la territorialité. C'est pareil pour la TVA également. Quand il s'agit de vente de biens, l'application de la TVA est limitée dans l'espace. Il est de principe que la TVA ne frappe que les consommations de biens effectuées dans les limites territoriales. Par conséquent, les exportations sont exonérées de TVA. C'est là où maintenant on parle d'exonération d'impôts pour les exportations. En matière de déclaration de revenus ou de bénéfices fiscaux, les exonérations ne sont pas exonérées d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu, parce que ce sont des produits. Okay? Même si vous vendez à l'étranger, ces exportations-là, les produits sont dans votre bénéfice, dans votre résultat fiscal. Et donc, vous payerez l'impôt sur les sociétés. Donc, retenez bien, faites la différence entre les impôts. Les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes selon qu'on est en impôt sur les sociétés ou en TVA. Ici, c'est le bien
qui est frappé d'impôt. Là-bas, c'est le résultat qui est concerné pour le calcul de l'impôt. C'est clair? Donc, quand vous exportez, vous ne mettez pas de la TVA sur le bien exporté, puisque les exportations sont exonérées de TVA. Donc, pour le cas des biens, c'est facile. On matérialise le bien. Je vends des ordinateurs à un client qui est installé au Mali. Je vois bien que les ordinateurs quittent le Sénégal pour aller au Mali. Donc, on peut le retracer physiquement. Mais quand il s'agit de prestation de service, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la prestation de service est un bien immatériel, difficile à tracer. Donc, dans ce cas, comment on détermine la règle de territorialité quand il s'agit de prestation de services? Donc, le Code général des impôts définit le lieu d'imposition des prestations de services situé au Sénégal lorsque le service est utilisé au Sénégal et non lorsque le service est exécuté au Sénégal. C'est le lieu d'utilisation qu'on regarde. Si le bien est utilisé hors du Sénégal, il n'y a pas de TVA. Si la prestation est utilisée au Sénégal, il y a une prestation, même si l'exécution de la prestation se réalise à l'étranger. Okay? Ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie. Donc, si vous êtes établi au Sénégal, vous demandez à un consultant qui est à l'étranger de vous faire une prestation de service. Ce consultant-là étant à l'étranger, il a exécuté le service à l'étranger, mais vous, le donneur d'ordre, vous êtes au Sénégal. Donc, sur cette prestation-là, on va vous réclamer de la TVA. Si vous avez une entreprise qui est à l'étranger, qui vous commande un service, vous êtes au Sénégal, vous avez bien exécuté le service ici au Sénégal, vous lui avez livré, mais du moment que celui qui donne l'ordre est à l'étranger, quand vous allez lui facturer, vous n'allez pas mettre la TVA sur la prestation. Donc, c'est le lieu d'exécution, le lieu d'utilisation de la prestation qui nous intéresse et non le lieu d'exécution de la prestation. Donc, faites bien attention pour cette partie-là. Il y a beaucoup de redressements en matière de TVA liés sur les prestations de services. Oui. Dans le cas où c'est celui qui est à l'extérieur, qui a exécuté et qui nous a donné le service, dans ce cas-là, c'est lui qui va reverser la TVA à l'État. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui n'a pas donc un établissement stable au Sénégal, qui n'est pas connu des impôts au Sénégal, s'il vous fait une prestation de service, cette TVA-là, c'est vous qui devez la reverser à la place de ce prestataire qui est à l'étranger. C'est pour ça qu'on l'appelle TVA pour compte. Là également, il y a beaucoup de redressements. En fait, c'est vous le représentant légal de cette personne-là, à moins que cette personne désigne une autre personne pour dire « voilà mon représentant légal ». Okay. Sinon, s'il ne désigne pas un autre représentant, vous devenez le représentant légal et c'est vous qui devez reverser la TVA à la place de ce prestataire qui est à l'étranger. Okay. Parce que lui, il a réalisé une prestation au Sénégal qui est utilisée au Sénégal. Donc l'opération est assujettie à la TVA, même si c'est quelqu'un qui n'habite pas au Sénégal, même si c'est un étranger. Okay. Donc voilà la règle de territorialité par rapport aux ventes de biens et prestations de services. Quel est le taux de la TVA qui est appliqué au Sénégal? 18%. C'est l'unique taux, ou bien il y en a d'autres? 10% pour les établissements touristiques qui ont un agrément. Donc là, c'est une politique de l'État qui voulait booster un peu le tourisme, donc qui a réduit le taux de la TVA. Parce que la TVA, encore une fois, est supportée par le consommateur final. Donc si le taux augmente, le prix de vente également va augmenter. Donc le prix que va supporter le consommateur va augmenter. Donc si le Sénégal applique un taux de TVA de 18% par exemple sur l'ensemble des biens et services, si on a à côté un pays comme le Mali par exemple qui applique un taux de 5% sur la TVA sur le tourisme par exemple, le Mali devient beaucoup plus compétitif que le Sénégal. Donc cela peut pousser certains touristes à aller plus vers la destination malienne
que sénégalaise. Bon, entre autres considérations, il n'y a pas que l'impôt qui peut pousser un touriste à choisir un pays. Il y a d'autres également critères. Mais dans tous les cas, l'impôt peut avoir un impact. Okay? Alors, mais il est précisé que ce taux de 10%, c'est uniquement pour les services d'hôtellerie et de restauration fournis par les établissements agréés. Donc, si vous avez votre maison que vous meublez et vous louez comme un hôtel, si vous n'avez pas l'agrément du ministre du Tourisme, vous ne pourrez pas appliquer le taux de 10%. C'est le taux de 18% que vous devez appliquer parce que vous n'avez pas l'agrément du ministère du Tourisme qui vous confère le droit d'exploiter un hôtel ou une auberge. Alors, l'intérêt principal de la TVA réside dans le mécanisme de la déduction. Donc, à chaque stade, l'assujetti calcule et facture à son client la taxe. Donc, calcul, il y a un malheureusement, on ne peut pas modifier avec ce logiciel. L'assujetti calcule et facture à son client la taxe assise sur son prix de vente, mais lors du reversement, il déduit la TVA collectée, qu'on appelle la TVA supportée. Donc, TVA à reverser par l'entreprise, c'est la TVA collectée moins la TVA déductible. La TVA collectée, c'est celle que vous avez collectée sur le client. La TVA supportée, déductible, c'est celle que vous avez supportée sur vos fournisseurs quand vous achetez des biens et des services. Et donc, vous, c'est la différence que vous reversez à l'État. Si vous reversez à l'État, ça veut dire que vous avez collecté plus que vous avez supporté. Si le solde est positif. Si le solde est négatif, ça veut dire que vous avez supporté plus de TVA provenant de vos achats que vous en avez facturé aux clients lors des ventes. Donc, en ce moment, c'est l'État qui vous doit de l'argent. Okay? Et cette dette est appelée crédit de TVA. Mais ce crédit, on verra, vous ne demandez pas à l'État de vous le rembourser en argent. Okay? Vous l'utilisez pour vos prochaines déclarations. Vous pourrez les déduire sur les déclarations à venir. Alors, ce principe d'imputation-là, de récupération du crédit, vous avez le droit de le faire sur une période maximale de 2 ans. Okay? On va illustrer ça tout à l'heure. Troisième possibilité, la restitution peut intervenir lorsque l'excédent de la TVA supportée ne peut être résorbé par voie d'imputation. Donc, le premier principe de récupération de la TVA, c'est le principe d'imputation. Vous avez collecté, vous avez supporté, vous imputez la TVA supportée sur la TVA collectée. Si vous avez un crédit, donc si vous avez supporté plus que vous n'avez vendu, ce crédit-là, vous le gardez pour les mois à venir et vous les imputerez sur les TVA collectés sur les mois suivants. Et ce principe-là, vous avez la possibilité de le faire pendant 2 ans. Au-delà de 2 ans, vous perdez le crédit de TVA que vous n'avez pas pu épuiser. Vous pouvez ne pas attendre les 2 ans. Vous pouvez demander tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Si vous êtes en crédit structurel, demandez au Trésor de vous rembourser la TVA. À ce moment, vous introduisez une demande de restitution de la TVA. Donc l'administration va contrôler le bien fondé du crédit de TVA. Si c'est le cas, elle va vous faire un chèque du montant de cette TVA-là. C'est clair? Oui? Donc, votre entreprise est une entreprise de négoce. Vous achetez des marchandises que vous revendez. On précise que ces biens ne sont pas exonérés de TVA. On va prendre le cas des ordinateurs. Vous achetez des ordinateurs ou du matériel informatique que vous revendez à l'État. Vous êtes un commerçant donc. Okay? Donc la première chose, avant de vendre, il faut acheter. Okay? Donc quand vous achetez, à l'achat déjà, vous vous adressez à un fournisseur. Fournisseur d'ordinateurs. Okay? Vous achetez par exemple des ordinateurs pour une valeur hors TVA de 1 million. Il vous met la TVA
puisque vous êtes son client. Donc pour lui, vous êtes son consommateur final. OK? 18% de TVA, ça fait 180 000. Donc le montant TTC sera de 1 180 000. C'est clair jusque-là. Okay? Ça, c'est votre entreprise. Ce matériel-là, vous allez le revendre pour vous faire du bénéfice. Donc, vous aurez une opération de vente à côté. Cette fois-ci, vous vendez à qui? À un client. Okay? À qui vous allez faire également une facture de vente. Ici, c'est une facture d'achat. Ici, c'est une facture vente. Donc, quand vous achetez à 1 million, est-ce que vous allez revendre à 1 million? Vous allez mettre une marge. Okay? Donc, votre prix d'achat est de 1 million. Vous mettez une marge. Donc, c'est ça votre bénéfice, de 500 000 par exemple. Donc, le bien, vous allez le revendre à 1 million 500. Donc, c'est ça votre prix de vente, mais hors taxe. Ça vous appartient. Donc, dans votre facture, prix de vente hors taxe, ce sera 1 500 000. Maintenant, l'État vous dit, à chaque fois que vous vendez un bien, vous devez me rajouter 18% de TVA que le client devra me payer. Donc, vous allez rajouter une TVA de 18%. 18% de 1 500 000, c'est combien? 180 000. La moitié de 180 000, c'est 90 000. 180 plus 90. C'est bon, c'est clair? 270 000. Et donc, le client va débourser combien, lui? 1 770 000. OK? Donc ça, c'est le prix payé par le client. Ouais, d'accord. Mais là, c'est l'État qui vous a demandé de collecter. Donc l'État ne se limite pas seulement à la collecte. Il va vous dire également de reverser, puisque c'est un impôt. Il faut que j'alimente mon budget par les impôts. Alors, donc tous les mois, vous allez déterminer la TVA à reverser à l'État. Donc, le principe de la TVA, c'est la TVA collectée, appelée aussi TVA facturée, hein, c'est la même chose, moins la TVA déductible. Bon, qu'on peut appeler également TVA supportée, sauf que toute TVA supportée n'est pas forcément déductible. On va plus utiliser le terme déductible. Alors, la TVA collectée, on la connaît. C'est celle que vous avez collectée sur le client, d'où le nom de collecteur, hein, collectée sur le client. Elle est de 270 000. La TVA supportée, c'est celle que vous avez supportée à l'achat, qu'on vous demande de récupérer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le consommateur final. Vous êtes intermédiaire. Vous avez acheté pour revendre. Okay? Ce bien-là n'est pas destiné à votre consommation, mais il est destiné à être revendu. Donc cette TVA que vous avez supportée là, il faudra la récupérer sur celle que vous avez collectée sur les clients. Okay? Donc, c'est comme si l'État vous devait 180 000 en réalité. Okay? Vous devez à l'État 270 000 parce que vous avez collecté sur le client pour le compte de l'État. Donc, tant que c'est chez vous, c'est vous qui devez à l'État. Mais ça, vous l'avez acheté, okay, pour le revendre. Donc, cette TVA-là ne doit pas rester chez vous.
Elle doit sortir. Donc vous allez la défalquer sur la TVA collectée. Donc 270 000 moins 190 000, donc égale 90 000. Voilà le montant du chèque que vous devez reverser à l'État. Le fait d'avoir déduit les 180 000, c'est ça qu'on appelle l'imputation de la TVA supportée sur la TVA collectée. Donc vous vous faites rembourser par voie d'imputation en réalité. Okay? Au lieu de dire à l'État, je vous reverse 270 000, ensuite vous me reversez 180 000, ça va être compliqué. L'État vous dit non. Puisque je vous dois et que vous me devez, faites la compense. Maintenant, s'il y a un reliquat, ça veut dire que vous me devez plus que moi je ne vous dois, vous me reversez le reliquat. Ça, c'est la première situation où c'est vous qui devez à l'État. C'est clair? Ok. Deuxième cas de figure. Donc, deuxième situation. À l'achat, donc, vous avez acheté un bien pour 500 000. Bon, on va dire 1 500 000 hors taxe. TVA, c'est combien? On l'avait vu tout à l'heure, 270 000. Ça fait 1 770 000. Donc TTC à l'achat. Vous revendez ce bien-là. OK? Donc vous facturez à votre client. Hors taxe, 1 million. TVA, 180 000. TTC, 1 180 000. Pardon. À la fin du mois, vous faites votre balance, OK, pour déterminer la TVA à reverser. Donc, c'est la TVA collectée, 180 000, moins la TVA supportée, 270 000. Donc, vous avez ici un crédit de TVA, c'est-à-dire ce que vous avez supporté est supérieur à ce que vous avez collecté. Donc, vous avez moins 90 000. Ces moins 90 000 là, c'est ça qu'on appelle crédit de TVA. Situation que vous pouvez avoir. Soit c'est vous qui devez à l'État, soit c'est l'État qui vous doit. Donc ici, c'est l'État qui vous doit 90 000. Mais vous n'allez pas dire à l'État, vous me devez 90 000, faites-moi tout de suite un chèque de 90 000. L'État va dire non, gardez les 90 000 que vous allez utiliser pour vos prochaines déclarations de TVA. Donc si la prochaine déclaration, il se trouve que j'ai une TVA collectée de 300 000, j'ai une TVA déductible de 100 000, ça veut dire que je dois à l'État 200 000. Sauf que l'État me devait également 90 000 le mois passé. Donc ce que je dois reverser à l'État, ce n'est pas 200 000, mais c'est les 200 000 moins les 90 000. Ça fait combien? 110 000. Hein? Donc voilà la TVA à payer. OK? Voilà comment on impute le crédit de TVA. On le garde sur les prochaines déclarations à venir. Si la prochaine déclaration, j'ai collecté 100 000, j'ai supporté 200 000,
Donc j'ai un crédit de combien? De moins 100 000. Je vais rajouter également les 90 000 que l'État me devait le mois passé. OK? Donc moins 90 000. Et donc au total, à la fin du mois, l'État me doit 190 000, composé du crédit du mois passé et du crédit de ce mois-là. Et les 190 000, je vais les garder pour les prochaines déclarations. Oui, derrière. S'il n'y a pas de... Micro. S'il n'y a pas de prochain. Ah, s'il n'y a pas de prochain mois. Si c'est la fin du mois, si c'est la fin du monde, par exemple. Ou bien. Non, je taquine. Hein? Si l'entreprise a cessé. D'accord, je vais y venir. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire sur une durée maximale de 2 ans. Vous gardez le crédit tous les mois s'il y a un crédit. S'il y a un TVA à collecter, vous imputez le crédit précédent. Si ça ne suffit pas, vous gardez le reliquat. Si vous avez un crédit, il vient se cumuler avec l'ancien crédit, ainsi de suite. OK? Alors, donc ça, vous avez un délai de 2 ans. Ça veut dire qu'au-delà de 2 ans, vous ne pouvez plus le faire. S'il y a un crédit, vous perdez ce crédit-là et vous recommencez à 0. Donc pour ne pas le perdre, on vous donne la possibilité, dans les 2 ans, de demander qu'on vous restitue le crédit de TVA. OK? Donc, ce que les entreprises font, généralement, bon, il y a des entreprises qui sont tout le temps en crédit de TVA. Par exemple, si vous prenez les entreprises franches d'exportation, donc on a dit que l'exportation est exonérée de TVA. Donc, ça veut dire que ces entreprises-là ne vont jamais collecter de TVA, puisque toute leur vente est destinée à l'exportation. Mais pour produire leurs biens, elles supportent de la TVA locale. Donc, elles auront tout le temps une TVA déductible, mais qu'ils ne pourront pas imputer sur une TVA collectée, parce que la TVA collectée sera de 0. Donc ces entreprises-là ne vont pas continuer tous les mois à stocker un crédit de TVA. Donc ce qu'elles font, tous les 3 mois, elles vont introduire une demande de restitution de la TVA, du crédit de TVA. Donc là, l'État va leur faire un chèque pour rembourser le montant du crédit de TVA. Okay? Donc avant d'attendre qu'il n'y ait pas prochainement, il faut mieux demander la restitution de la TVA. Okay? Si vous pensez que peut-être que votre activité va s'arrêter dans 3-4 mois, parce que l'arrêt d'une activité quand même n'est pas brusque, il y a des signes annonciateurs, c'est programmé. Peut-être que votre activité a une difficulté, vous vous dites, bon, dans 3 mois, si je ne vois pas clair, je vais arrêter mon activité. Mais s'il se trouve que vous avez un stock de crédit de TVA et que vous savez que dans les 3 mois, vous ne pouvez pas l'éponger, vous demandez une restitution. OK? C'est clair, j'ai répondu à la question. Okay. Il y a une question ou bien? Oui. Bonjour. Il y a des questions en ligne après. La question c'est que, est-ce que toute marchandise qui est produite dans un territoire et qui n'est pas destinée à être consommée sur ce même territoire est exemptée de TVA? Toute marchandise qui n'est pas destinée Par exemple, une marchandise qui est produite au Sénégal et qui ne sera pas consommée au Sénégal, est-ce que la marchandise est exemptée de TVA? En tout cas, à la vente, si la marchandise sort du territoire sénégalais, cette marchandise est exonérée de TVA. C'est la sortie qui déclenche l'exonération. Si vous produisez, vous vendez au Sénégal, vous mettez la TVA. Si vous vendez à l'étranger, vous ne mettrez pas la TVA. De même que les marchandises qui quittent également l'étranger pour entrer au Sénégal. Voilà. Alors, donc ça, c'est quel type d'opération? C'est quel type de TVA, ça? C'est de l'importation, mais normalement, puisque la marchandise est venue, il n'y a pas de TVA. L'importation, c'est quoi? C'est une vente ou un achat? Un achat. Voilà, c'est un achat. Donc à ce moment, on parle là de TVA supportée. On supporte sur les achats. Oui, M. Dia, vous aviez une... D'accord. Super, ça va, merci bien. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors j'ai une petite information à passer. Monsieur Dien va terminer le cours sur la fiscalité. Alors demain ce sera le cours sur la gestion de projet.
C'est un cours éminemment pratique. D'accord? Ça n'a rien à voir du théorie, du moins de la théorie. Alors, ceci étant, amenez vos machines. Ceux qui ont des ordinateurs portables, soyez munis de ça. D'accord? On va se partager des rallonges. Oui. Allô? Il faut juste s'approcher du micro. C'est bon, déjà. Voilà, donc je disais, soyez munis de vos ordinateurs portables. C'est un cours éminemment pratique. Vous allez apprendre une nouvelle application sur laquelle, à la fin, on vous demandera de présenter votre projet là-dessus. Ça, c'est d'un. D'accord? Deuxièmement, le prof qui sera là demain, c'est un Français. D'accord? Il n'a pas la voix qui porte. Soyez attentifs. Il est un peu plus âgé que les jeunes professeurs que vous avez l'habitude de voir. Hein? Alors, je sais ce que je dis, parce que dans les cohortes précédentes, beaucoup ont raté parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Nous allons vous demander après de présenter votre projet sur l'application que vous allez apprendre demain. D'accord? Je sais très bien ce que je dis. Hein? Et je vous mets en garde. Ça, c'est sûr. Si vous venez présenter votre projet à travers le jury du PCG, on vous demandera par exemple de le présenter sous forme de mind mapping. Vous faites du n'importe quoi. Si vous projetez, on vous écoutera, mais derrière, on vous donnera une très mauvaise note. Et vous serez écarté de la sélection. Donc soyez attentifs, venez nombreux, munissez-vous de votre ordinateur portable. Si votre batterie est pleine, cédez le rallonge aux autres. J'espère que j'ai pas, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pas à faire à des bébés quand même. Organisez-vous, vous avez l'habitude de faire des TP, organisez-vous pour pouvoir tirer le maximum. D'accord? C'est un cours qui n'est pas... ça dépend parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Hein? C'est un cours qui n'est pas facile. On va moduler la salle, il y aura des affiches. Il faut juste s'approcher du micro. Je disais donc, c'est un cours qui n'est pas du tout facile à suivre. C'est pourquoi je tiens vraiment à faire passer l'information. C'est un cours qui n'est pas facile à suivre. Il y a des affiches, il y a des téléchargements. Voilà. Donc, c'est à vous de vous adapter aux professeurs et aux cours. ndax dama bëgg rek que votre projet soit financé au finish. OK? C'est bon? Et il n'y a pas de questions? Oui? Oui, normalement. Normalement. De toutes les façons, lui, il vous indiquera les sources qu'il faut pour adapter l'application à tel ou tel système d'exploitation. C'est bon? Ça, c'est très important parce que la fois passée, à la dernière fois, nous avons eu un petit nombre. Tout le monde, beaucoup de gens avaient passé à côté. C'est parce que alors, sur ce, l'admin du groupe WhatsApp, je vais faire passer le message pour les gens. Micro. Bien. C'est bon pour cette part. J'ai répondu à votre question. Sur l'imputation. Alors, sur la restitution, donc, c'est une procédure à part. Vous faites un courrier adressé à l'administration pour demander la restitution du crédit de TVA. Bon, évidemment, il faudra l'accompagner de justificatifs pour prouver que réellement c'est l'administration qui vous doit. L'administration va contrôler si c'est fondé, elle va vous restituer la TVA due
Alors, ce sera un chèque. Bon, généralement, dans la pratique, comment ça se passe? Et elle vous fait le chèque. Le chèque, vous pouvez l'utiliser pour payer d'autres impôts de même nature. OK? Ou alors, vous le vendez à votre banquier, donc sous forme d'endossement, vous le remettez à la banque va prendre sa commission et vous reversez le reliquat. Ou alors, vous le vendez à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de la TVA à reverser. OK? Mais évidemment, lui aussi, il voudra gagner de l'argent là-dessus. Si le montant du chèque est de 2 millions, il va vous dire, je vais prendre le chèque, mais je vous donne 1,8 million par exemple. Les 200 000, c'est ma commission. Et lui, il va utiliser le chèque pour payer ses impôts, notamment sa TVA. Il va l'endosser à son nom et remettre à l'administration fiscale. Il y a une question derrière, oui. Rapport, OK, aux achats. D'accord. Alors, quand vous importez, c'est un achat. Quand il y a achat, on parle de TVA supportée. Quand vous vendez, on parle de TVA collectée. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, l'achat, soit c'est un achat local, ici au niveau du pays, ou alors un achat, une importation, ça veut dire que c'est un bien qui quitte l'étranger pour entrer dans notre territoire. Alors, quand vous vendez, vous êtes exonéré de TVA. Donc, sur la marchandise, vous ne mettez pas la TVA. C'est valable aussi pour le fournisseur qui est à l'étranger, qui va vous vendre sur sa facture, il ne va pas mettre la TVA. Okay? Mais quand le bien va venir au niveau du cordon douanier, c'est là où la douane maintenant va mettre la TVA. Et ce sera une TVA supportée à l'achat. Donc, la TVA supportée, il y a deux ordres. Vous avez la TVA supportée sur les achats locaux. Donc, votre fournisseur vous fait une facture et met la TVA dessus. Ou alors, vous achetez un bien provenant de l'étranger, arrivé à la douane, au moment de franchir le cordon douanier, la douane va liquider la TVA et d'autres taxes également, notamment les droits de douane et autres. Donc, cette TVA-là, vous ne la verrez pas sur une facture, mais vous la verrez sur le document de la douane qui s'appelle déclaration de mise en consommation. Okay? Donc, c'est un imprimé vert où la douane récapitule les articles, le prix d'achat, les droits de douane et la TVA. Bon, il y a d'autres taxes également, les taxes COSEC, les taxes statistiques, etc. etc. OK? C'est clair? Et cette TVA-là, elle est évidemment récupérable au même titre que la TVA assise sur les achats locaux. Oui, derrière. Prenez le micro, s'il vous plaît. Et après, vous éteignez. Ce n'est pas allumé. Appuyons. Parce que cette personne-là vous rend service. Okay? C'est comme une transaction normale. Quand vous empruntez de l'argent à la banque vous rend un service. Elle demande un intérêt derrière. Okay? Donc la même chose, vous avez besoin de l'argent cash, parce que ça, ce n'est pas du cash. Hein? Bon, je comprends maintenant quand vous dites argent. Vous voulez dire cash, c'est ça? Voilà, non, ce n'est pas du cash. C'est un chèque, donc c'est la monnaie scripturale, c'est ça? Okay? L'administration vous fait un chèque, pas en liquide. Vous avez la possibilité de garder le chèque et de l'utiliser. Mais si vous avez besoin de cash,
vous devez transformer le chèque en cash. Donc vous allez demander un service à quelqu'un d'autre qui va vous donner de l'argent en contrepartie, qui va prendre votre chèque. Okay? Ce service rendu-là, il va demander à être rémunéré, ce qui est normal. Et donc, il va prendre sa commission. C'est comme les coxeurs, hein, un peu. Oui, oui. Comment ça? Je n'ai pas entendu. Mais il faut allumer le micro. Oui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du cash que c'est fictif. Hein. Le terme fictif ne signifie pas ça. Hein. Fictif, c'est quelque chose qui n'existe pas. OK? Qui est faux. Mais ici, ce n'est pas faux. Vous venez me voir, vous me dites prêtez-moi de l'argent. Je vous dis, je n'ai pas de cash avec moi. Je n'ai pas de billet de 10 000, de 5 000. C'est ça le cash. Mais j'ai un chèque. OK? Je vous fais 100 000 francs. Mais ce chèque-là, vous devez aller à la banque si vous avez besoin d'un cash. Vous le présentez, la banque vous donne 100 000 en espèces. OK? Ça ne veut pas dire que le chèque que je vous ai fait, il est fictif. C'est la même chose avec l'administration. L'administration vous doit 190 000. Vous demandez qu'on vous restitue. C'est de l'argent qu'on vous doit. Mais l'administration dit, je vous le donne en chèque. Je vous écris un chèque de 190 000 que vous pouvez présenter à la banque. La banque, si vous avez besoin de cash, maintenant la banque va vous donner du cash, mais pas 190 000. Parce que la banque vous rend un service. La banque va dire, je vais vous donner 100 000 et je garde 90 000 comme commission. Ou alors vous venez me voir, moi, qui est tout le temps en situation de TVA à reverser. Vous me dites, j'ai besoin d'un cash, je vous donne un chèque de l'administration de 190 000. Et moi, je vais vous dire, OK, sur ça, je veux gagner de l'argent parce que je vous rends un service. Et ce n'est pas un service gratuit. Donc, vous allez me donner un chèque de 190 000 et moi, je vais vous donner du cash de 170 000, par exemple. Et je gagne une commission là-dessus de 20 000 francs. OK? Donc, c'est ça qui explique la différence entre le chèque et le cash que vous voulez rembourser. OK? Donc, si vous voulez le monnayer en cash, vous allez voir quelqu'un d'autre qui va vous rendre ce service-là. Et comme vous êtes dans le monde des affaires, donc un service n'est pas gratuit. OK? Donc, sur la procédure de remboursement, pour terminer, alors, votre question, elle est pertinente parce que dans le Code général des impôts, c'était des difficultés, ce type de remboursement de crédit. Donc, on avait introduit la possibilité de rembourser du cash par l'administration. C'est dans les textes, mais dans la pratique, ils ne le font pas. Okay? Je n'ai pas encore vu un cas où l'administration décaisse de l'argent numéraire en cash pour rembourser de la TVA. Jusque-là, c'est la méthode de remboursement par des chèques qu'on vous remet, qu'on appelle chèque de détaxe. Oui. Bon, j'ai compris la première situation, mais j'ai du mal à comprendre la deuxième situation, vu que si on achète un produit à hors taxe 1 500 000, et aussi nous vendons ça à 1 million, je pense que c'est une perte du moins, ou bien je n'arrive pas à comprendre en tout cas. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser ici, ce n'est pas forcément, quand vous faites vos déclarations de TVA, vous ne prenez pas bien par bien séparément. Ça peut être un stock de biens de 1 500 000. Mais dans ce stock-là, vous avez peut-être vendu 2 biens à 1 million. Il reste encore dans votre stock. Mais cette TVA-là que vous avez supportée, vous l'avez supportée sur la totalité du stock. Donc, à la fin du mois, quand vous récupérez, vous faites le total de la TVA supportée sur l'ensemble de vos achats, vous l'imputez sur le total de la TVA collectée sur l'ensemble de vos ventes. Ça ne veut pas dire ici que vous avez vendu à perte. Hein. Vous avez vendu peut-être une partie de votre stock, il y a une autre partie qui est restée. Okay? Ce que je voulais faire ressortir ici, c'était simplement la situation de crédit. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, vous allez dire, j'ai acheté l'ordinateur numéro 1, je l'ai revendu à temps, la TVA que j'ai collectée, je déduis la TVA supportée sur l'ordinateur numéro 1. Ça ne fonctionne pas comme ça.
c'est le cumul de la TVA collectée et le cumul de la TVA supportée. Peu importe si le bien a été acheté, a été revendu ou pas. C'est clair? La première situation, je considère que tout le stock que vous avez acheté à 1 million, vous l'avez revendu? Oui, les 90 000, comment on en fait? Oui. Non. On a dit TVA à reverser à l'État. C'est la TVA collectée sur les clients, moins la TVA supportée sur nos achats. C'est le reliquat là qu'il faut reverser à l'État. Donc, quelle est la TVA déductible ou bien il n'y a pas de TVA déductible? Elle est là, c'est les 80 000. C'est là, la TVA supportée sur les achats. Okay. Question en ligne. Les questions en ligne, il y a Ablaye Ngom qui est depuis Guédiawaye. Il dit que sa question porte sur la différence entre taxes et impôts. On définit l'impôt comme étant un prélèvement obligatoire effectué par la puissance publique pour couvrir les dépenses publiques et sans contrepartie. Ce qui est important, c'est ça. C'est sans contrepartie. Donc, je définis. Donc, c'est un prélèvement qui est assuré par l'autorité, on va dire publique. Donc, en vue d'assurer les dépenses publiques, bon, prélèvement monétaire, hein, ou pécuniaire, on va dire. Sans contrepartie. Donc, prélèvement pécuniaire, ça veut dire que quelque chose qu'on prend sur une autre personne. Okay? Pécuniaire en argent, on ne paye pas des impôts en nature. Je ne dis pas que je dois de la TVA de 90 000 à l'État, je lui donne une vache qui vaut 90 000. Okay? Donc, on paye toujours en numéraire. Autorité publique, n'importe qui ne peut pas réclamer l'impôt. Okay? C'est pour ça que l'impôt est assis sur une loi votée à l'Assemblée nationale, publiée dans le journal officiel, et c'est en ce moment qu'on l'exécute. Okay? Pour assurer les dépenses publiques, donc l'État a besoin des impôts pour financer les infrastructures, okay? La sécurité à travers le salaire des fonctionnaires, etc. Sans contrepartie. Voilà. En tout cas, sans contrepartie directe, on va dire. Donc, vous n'allez pas dire, je paye mon impôt et en contrepartie, l'État doit faire ceci pour moi. Okay? Vous ne pouvez pas dire, dans notre quartier, on va payer la TVA, mais attention, en retour, l'État doit venir construire des routes dans notre quartier. Donc, c'est à l'État de choisir l'opportunité d'utilisation des recettes fiscales. Okay? Donc, quand cet impôt-là remplit ces conditions-là, on parlera d'impôt. Alors que la taxe est remplie ces conditions-là, sauf que la taxe réclame une contrepartie. Okay? C'est le cas, par exemple, de la taxe sur les ordures ménagères que vous payez. Si vous la payez, c'est une taxe locale. La mairie devrait s'organiser pour faire passer le ben à ordures et ramasser les ordures. Donc ça, c'est une contrepartie directe liée au paiement de cette taxe-là, de ce prélèvement-là. Donc c'est la seule différence entre taxe et impôt, c'est la notion de contrepartie. Au regard de ces définitions-là, la TVA, c'est un impôt, pourquoi? Il n'y a pas de contrepartie directe. Hein? On l'appelle taxe, mais c'est un impôt. Okay? Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est Euphrasy Sarr depuis Yoff.
Elle demande la différence entre impôt direct et indirect. Et quand est-ce qu'on parle d'impôt direct ou indirect? Mais j'avais répondu à cette question-là. Donc, la notion d'impôt indirect suppose que ce n'est pas le consommateur final qui bien est la personne qui supporte l'impôt est autorisé à la reverser. Donc, dans indirect, vous avez un intermédiaire qui collecte pour le compte du client et qui reverse à l'État. La TVA, par exemple, celui qui supporte, c'est le client, celui qui collecte, c'est l'entreprise, et à charge à elle de reverser à l'État pour le compte du client. Donc c'est un impôt qui appartient à l'État, qui est supporté par un client, mais qui est collecté par un intermédiaire qu'on appelle entreprise. Okay? L'impôt direct, c'est le contribuable, okay, qui supporte l'impôt, qui doit reverser lui-même cet impôt-là. Donc, un exemple d'impôt direct, c'est l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, l'entreprise, sur son bénéfice, supporte un impôt et à charge à cette entreprise-là d'aller reverser cet impôt-là. Il n'y a pas d'intermédiaire entre celui qui supporte et celui qui reverse. Autre question? Omar Sy, il dit, est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de déductibilité? On va y arriver plus tard pour la TVA. Alors, Koura Diop, elle dit, la déclaration de TVA s'effectue-t-elle par mois ou annuel? Toute activité liée à un taxe doit-elle être signalée? Les modalités de reversement de la TVA, on va y arriver également. Autre question? Par contre, je n'ai pas compris la dernière question là, sur la taxe. Bon, elle dit, la déclaration de TVA s'effectue-t-elle par mois ou annuel? La deuxième question, toute activité liée à un taxe doit-elle être signalée? Oui. Toute activité devant supporter une taxe ou un impôt, bon, par signalement, maintenant peut-être reversement, elle veut dire quoi? Oui. Sinon, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Si votre activité est assujettie à l'impôt sur les sociétés, il est évident que l'impôt sur les sociétés qui sera dégagé de cette activité-là devra être reversé. C'est peut-être ça qu'elle appelle signaler. Bon. Si c'est la TVA, c'est pareil. Si votre activité est assujettie à la TVA, toute la TVA que vous collectez provenant de vos échanges économiques doit être reversée à l'État. Si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction et l'État ou le fisc pourra évidemment vous poursuivre par voie de redressement. Autre question? Oui, Tamsir Touré, depuis Almadi. Bonjour. Il dit, donc, dans le bilan, on met le montant hors taxe. On met le montant hors taxe, oui. Pour Salih Faye, quelle est la différence entre TVA et patente? Bon, la patente, par exemple, est un impôt direct. La TVA est un impôt indirect. La TVA est un impôt sur la consommation qui frappe les échanges économiques. La patente, ce n'est pas un impôt sur la consommation, c'est un impôt qui frappe la valeur locative pour ce qui concerne la patente sur la contribution locale valeur locative, ou bien qui frappe un résultat pour ce qui concerne la contribution économique sur la valeur ajoutée. Okay? Donc voilà un peu les deux différences. La TVA est un impôt d'État, la CEL est un impôt des collectivités locales. C'est bon, je pense que j'ai donné les... Oui, Salih Faye revient. Comment faire pour calculer la TVA? Faire pour calculer la TVA. Alors, il y a la TVA facturée, on l'a vu, donc qui s'applique sur le prix de vente du bien. Le prix de vente, c'est le prix d'achat, okay, plus les frais liés à l'achat, ce qui vous donne le prix de revient. Vous rajoutez votre marge et vous obtenez ce qu'on appelle le prix de vente. Donc c'est sur ce prix de vente-là qu'on vous demande de collecter la TVA. Ça me permet de revenir sur un point important d'ailleurs concernant la TVA. Vous voyez bien ici que le bien, vous l'avez acheté à 1 million. Vous avez mis votre marge
vous obtenez votre prix de vente. C'est après que la TVA intervient. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est ça qui appartient à l'entreprise, 1,5 million, et ça appartient à qui? À l'État. OK? Que vous avez collecté sur qui? Sur le client, qui va vous verser 1,770 000. Donc, ce qui veut dire que le client, en achetant le bien, il vous a payé l'impôt, son impôt, lui, qui est de 270 000, et à charge à vous d'aller le reverser à l'État. Si vous ne le faites pas, donc si vous gardez les 1,770 000 et que vous ne reversez pas la TVA, vous faites quoi? Un détournement de deniers publics. C'est pour ça que c'est dangereux de jouer avec la TVA. Parce que vous, c'est ça qui vous appartient. Votre marge, vous l'avez déjà prise. Vous n'avez rien à faire avec la TVA de l'État. OK? Donc faites attention avec la TVA. Les gens vous disent, oui, c'est trop lourd la TVA, mais si vous regardez dans ce principe-là, vous ne supportez rien du tout. Puisque ce que vous aviez supporté en amont, vous l'avez récupéré. C'est la différence que vous avez reversée à l'État. Et cette TVA-là, vous l'avez rajoutée en sus de votre prix de vente, donc en sus de votre marge. OK? Donc vous n'avez pas à garder cette TVA-là. Bon, j'ai répondu à sa question comment calculer la TVA. Donc la TVA s'applique sur le prix de vente hors taxe avant la TVA. Et ce prix de vente est obtenu en faisant prix d'achat, plus les frais accessoires, ça vous donne votre prix de revient, plus la marge, le bénéfice que vous souhaitez gagner sur ce bien-là, et vous obtenez votre prix de vente. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Frasissar encore. Qu'est-ce qu'une redevance pour service rendu? Pour service rendu. Bon, la redevance, déjà, si on regarde la définition de l'impôt, la redevance n'est pas un impôt, puisque la redevance suppose une contrepartie. Déjà, on parle de service rendu. Je vous rends un service et en contrepartie, vous me versez une redevance. Donc, on n'a pas à confondre avec l'impôt. Autre question? Mohamedou Dia, si l'entreprise ne respecte pas ces modalités, quelle est sa pénalité? Dans le cours, il y a un chapitre qui est consacré aux obligations de l'entreprise et les sanctions qui en découlent en cas de non-respect. Autre question, sinon on avance. C'est une entreprise. Vous marchez avec une entité de l'État. Est-ce que la TVA... Très bonne question. L'État n'est pas exonéré de TVA. Quand vous vendez à la présidence des ordinateurs, vous devez rajouter la TVA sur ces ordinateurs-là. À un ministère, la même chose. Aux collectivités locales, la même chose. OK? Donc l'État n'est pas exonéré de TVA. Sauf si on vous dit expressément c'est un marché qui est exonéré de TVA. Si on ne vous le dit pas, si vous n'avez pas un texte qui vous exonère de la TVA, vous mettez la TVA. Maintenant, pour l'État, il y a une spécificité. Okay? Si vous vendez à l'État ou à ses démembrements, l'État va vous dire, puisque cet impôt-là m'appartient, okay? Donc au lieu de vous la reverser, je vais la garder. Je vous donne le montant hors taxe. Et moi, mon comptable va reverser la TVA auprès du Trésor. C'est ce qu'on appelle la TVA précomptée. Ça ne veut pas dire que l'État est exonéré. Hein? Vous lui faites une facture hors taxe, TVA, TTC. Et au moment de vous payer, au lieu de vous payer 1,770 000, l'État quand même cherche à préserver ses impôts. L'État va dire, je retiens à la source les 270 000, puisque ça appartient moi à l'État. Je vous donne les 1,5 million, vous qui vous appartiennent. Et les 270 000, je vais les verser au Trésor. Mais je vais vous donner une attestation qui prouve que cette TVA-là, vous l'avez déjà reversée, qu'on appelle attestation de précompte. Quand vous allez faire vos déclarations de TVA aux impôts, vous allez présenter l'attestation de précompte pour justifier du paiement de la TVA de 270 000. Okay? Oui? Monsieur Dian Salou Faye revient pour la TVA. Il dit, merci pour les explications. La question était de connaître la manière de calculer la TVA pour qui fait une prestation de service de drone aux agriculteurs.
Alors, la même chose, c'est la même méthode qui s'applique pour le bien. Okay? Vous avez votre prix d'achat, vous avez les frais liés à l'achat, vous obtenez votre prix de revient, vous déterminez vous-même votre marge. Okay? Et c'est après avoir obtenu la marge que vous avez votre prix de vente. Et c'est sur le prix de vente que vous appliquez la TVA. C'est pareil pour le prestataire de service. C'est lui qui va se dire, cette prestation-là me coûte en tant d'heures de travail, par exemple. Okay? Voilà ce que ça me coûte. Voilà la marge que je rajoute sur le prix de revient. Et j'ai mon prix de vente de la prestation. Et c'est après que je rajoute la TVA. Donc la TVA s'applique toujours sur le prix de vente. Lequel prix de vente contient déjà la marge de l'entreprise. Bon, je peux comprendre pour un prestataire, c'est difficile de dire quelle est ma marge. Mais bon, je pense que c'est à lui de savoir sur ce bien-là, quel est le coût et quelle est la marge qu'il souhaite mettre en place. Et ce n'est qu'après qu'il peut appliquer la TVA. Okay? Oui, c'était ça les questions. Dans le commerce. C'est vous-même, vous êtes libre de déterminer votre marge, sauf pour certains biens où les marges, où les prix sont homologués. Par exemple, quand vous vendez du riz, vous ne pouvez pas mettre la marge que vous souhaitez, parce que c'est homologué par l'État. Voilà. Sinon, pour les autres prix, c'est la liberté d'entreprise ou du commerce qui s'applique. Vous pouvez mettre le prix qui vous convient. Évidemment, vous regarderez par rapport à vos concurrents également. S'ils sont plus chers que vous ou s'ils sont moins chers que vous. Si vous appliquez une marge qui vous rend beaucoup plus cher que votre concurrent, évidemment, il est certain que vous n'arriverez pas à vendre vos biens puisque vous ne serez pas compétitif. Oui, une autre question? Pour votre question, c'est si vous êtes dans un marché qui est dominé par l'informel. Vous achetez auprès de l'informel qui ne va pas vous facturer de la TVA. Admettons que vous achetez le bien à 1 180 000 auprès de quelqu'un qui est dans l'informel. Donc vous allez le revendre à 1 500 000. Dans tous les cas, vous allez collecter de la TVA parce que vous n'êtes pas dans l'informel, vous. Okay? Mais là, effectivement, vous perdez de l'argent parce qu'au moment de calculer le montant à reverser à l'État, vous allez faire 270 000 de TVA collecté, moins 0 de TVA supporté. Et vous allez reverser 270 000 au lieu de 90 000 pour quelqu'un, pour le même bien, s'approvisionne auprès du formel et qui lui facture la TVA récupérable. C'est ça justement qui fausse la concurrence. C'est ça le danger, entre autres, de l'informel, parce que l'informel crée de la déloyauté dans la concurrence. Il crée une concurrence déloyale. Donc, dans des situations pareilles, privilégiez de commercer avec le secteur formel qui vous facture la TVA que vous pourrez récupérer. Mais si vous ne pouvez pas récupérer, cette TVA-là devient un élément, un coût. Donc, il augmente votre prix de revient. Okay. Oui, derrière. Quand est-ce qu'on peut être exonéré de TVA par l'État? Alors, je l'ai dit, il y a l'article 361 qui précise les biens et services qui sont exonérés de TVA. Donc, il y a des exonérations d'ordre administratif, d'ordre social, ainsi de suite. Donc, par exemple, l'État, pour ne pas rendre cher les prestations médicales, a exonéré ces prestations de TVA. Il n'y a pas de TVA sur les consultations médicales. Il n'y a pas de TVA sur les médicaments, ainsi de suite. Il n'y a pas de TVA sur le riz, sur la viande, sur le poisson, sur les fruits, sur les légumes. Okay? Donc, c'est pour ne pas renchérir le coût de revient de ces biens-là. Et donc, puisqu'on a une population qui est défavorisée, donc cette population-là puisse accéder facilement à ces produits de première nécessité. Mais ce n'est pas à vous de dire que ça, c'est un produit de première nécessité, donc je ne mets pas la TVA. Non. Il faut aller regarder le Code général des impôts, notamment l'article 361, et vérifier si le bien ou le service que vous vendez est concerné ou pas. Donc, c'est la loi qui définit l'exonération et non l'entreprise. On va avancer, parce que là, oui.